Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Christian Tsaye, nouveau Premier ministre de Madagascar, haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail. Il succède à Olivier Mahafal qui a démissionné ce lundi. Cette démission rapidement suivie de cette nomination d'un Premier ministre sans étiquette politique. Est-ce un pas vers une sortie de crise? Analyse à suivre dès le début de ce journal. L'insécurité de la Libye inquiète les États voisins. Pour y faire face, le Niger, le Tchad et le Soudan signent un accord de coopération. Est prévu un commandement rotatif entre les États et un partenariat plus renforcé dans le partage de renseignements. Puis la fierté et la joie du Rwandais Bonaventure Uwizimana qui a remporté ce dimanche le 15e tour de cyclisme international du Cameroun. À Madagascar, le président nomme un haut fonctionnaire international, Christian Tsaye, au poste de Premier ministre. Une nomination intervenue quelques heures seulement après la démission d'Olivier Mahafal annoncée ce lundi matin. Je ne vais pas me présenter comme un obstacle à la vie de la nation. Les mots du désormais ex-Premier ministre, annonce faite après l'injonction la semaine dernière de la Haute Cour constitutionnelle de composer un gouvernement d'union nationale afin de mettre un terme à la crise politique qui prévoit à Madagascar depuis le mois d'avril. Une fronde contre le président de la République dont l'opposition exige la démission. Pour ce qui est de Christian Tsaye, il a 57 ans. Il a été ministre du Travail de 2002 à 2003. Il n'est membre d'aucun des trois principaux partis politiques. Ce profil peut-il alors faire consensus? On a justement posé la question à l'analyste politique Adrian Silla. Le nouveau Premier ministre est un haut fonctionnaire international, en fait, qui officiait jusque-là en tant que directeur du bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles. Donc, également ancien ministre du Travail de 2002 à 2003, c'est un homme qui est connu pour son ouverture et sa technicité, et ayant pu fédérer l'adhésion des principaux partis du pays sans appartenir à l'un d'eux. Après plus de 25 ans de travail, de dévotion, de rigueur et surtout quelqu'un qui était connu pour son intégrité, Christian Tsaye, en fait, porte toutes les valeurs requises, non seulement pour assumer et assurer le rôle de chef de gouvernement, mais également pour apporter l'ouverture et l'apaisement nécessaires pour diriger le pays vers des élections dans des conditions plus sereines. La technicité, l'ouverture et l'intégrité, donc trois critères forts que l'on retrouve chez cet homme, qui n'a plus rien à prouver en termes de compétences professionnelles, mais qui aura fort à faire pour apaiser l'atmosphère politique qui n'a fait que se tendre au cours des dernières semaines. Le Niger, le Tchad et le Soudan, les trois États voisins du sud de la Libye, sont de plus en plus préoccupés par leur sécurité. Les gouvernements de ces pays souhaitent alors coopérer davantage, notamment dans le partage d'informations et en matière aussi d'intervention militaire afin de mieux lutter contre le terrorisme et les trafics en tout genre. Un cadre de partenariat a justement pu être trouvé. Corinne Kamzefer. L'accord signé entre le Tchad, le Niger, le Soudan et la Libye ce 31 mai 2018 en N'Djamena instaure une plateforme d'échange d'informations et active le droit de poursuite sur une certaine distance à l'intérieur de chaque État. L'accord de N'Djamena offre également des facilités dans les procédures judiciaires pour les cas d'extradition. Ces pays sont souvent en proie au banditisme transfrontalier qui résulte généralement de nombreux trafics. Le sud de la Libye est devenu depuis la chute de Kadhafi le lieu de tous les trafics et les bandits qui connaissent le terrain parviennent à passer d'un territoire à un autre. Il en est de même pour les trafiquants et c'est ce que nous voulons combattre. Décrit comme un hub de l'insécurité en Afrique, la Libye abrite depuis 2011 de nombreux foyers de tension qui donnent lieu à des trafics multiformes. Le trafic d'êtres humains et la circulation illicite d'armes s'y sont intensifiés, notamment à Koufra, une localité au sud-est frontalière du Niger et du Tchad. Ces trafics alimentent des groupes terroristes dont les activités nuisent à la stabilité des pays voisins. Le premier niveau pour ces pays serait déjà d'essayer de rompre avec la pratique du narcotrafic qui existe sur la bande sahélienne en provenance de la Libye. Il faudrait, dans un second temps, maîtriser la frontière sud de la Libye. Parce que c'est cette frontière qui est aujourd'hui essentiellement poreuse et qui alimente un ensemble de groupes subversifs. Cet accord est l'aboutissement du sommet de Kigali qui s'est tenu en mars 2018. Après plusieurs crises transfrontalières, les
Les dirigeants tchadiens, nigériens, soudanais et libyens réunis à Kigali avaient décidé d'accélérer la mise en œuvre d'un cadre de coopération et la recherche de nouveaux mécanismes de suivi du renforcement de la gestion des frontières et de la sécurité. Près de 25 ans après sa création, quel bilan pour la conférence internationale sur la région des Grands Lacs? Souvenez-vous, l'organisation avait été mise en place pour promouvoir la paix et la bonne gouvernance dans la région qui est aujourd'hui l'une des plus instables du continent africain, une organisation en perte de vitesse, un constat dressé lors de la dernière réunion d'évaluation ces 1er au 3 juin à Kinshasa. Reportage Jacques Amboka, Viviane Baoken. Des groupes armés en activité notamment à l'est de la RDC, l'exploitation illégale des ressources naturelles, la méfiance entre certains États membres, telles sont les grandes questions qui mettent en cause la fiabilité du pacte de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Comment redonner une nouvelle orientation à cette organisation régionale? La question a été au centre d'une conférence qui a réuni les coordinateurs nationaux de ces structures, tenue du 1er au 3 juin 2018 à Kinshasa. Le manque de volonté politique de certains États membres de la CERGEL, le non-respect des engagements pris, les violations à répétition du pacte de Nairobi qui régit la CERGEL et l'absence d'un barème de sanctions qui empêche d'imposer une discipline aux États membres fragilise constamment cette importante organisation sous-régionale de l'Afrique. Au cours de ces assises de 3 jours, les coordinateurs nationaux ont mis un accent particulier sur la nécessité d'un recadrage des grandes orientations communes que devrait définir et mettre en œuvre l'organisation sous-régionale. Tout ceci dans le but d'actionner les mécanismes de lutte contre les forces négatives dans la région. Il y a des protocoles, par exemple, sur de défense mutuelle, de non-agression de défense mutuelle. Vous avez vu l'application, qu'il y a 1, qu'il y a 2, il y avait les militaires. C'est ça le défense mutuelle. Attaquer les forces négatives et faire le travail sur le terrain. Créée en 1994 après les troubles qui ont caractérisé la région, dont le plus marquant est le génocide rwandais, l'organisation s'était fixée comme objectif de promouvoir la sécurité, la paix et le développement durable. Elle compte 9 pays, dont la République démocratique du Congo, particulièrement secouée par les menaces sécuritaires de plusieurs ordres, le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, pour ne citer que cela. Et on en vient à présent au 15e tour de cyclisme international du Cameroun qui s'est achevé dimanche à Yaoundé. Cette année, 56 coureurs étaient sur les routes et c'est le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, 25 ans, qui a fini avec le maillot jaune. Notre correspondante Viviane Baoken a assisté à ce dernier tour qui n'a pas manqué de suspense jusqu'à la ligne d'arrivée. Le jeune coureur rwandais Bonaventure Uwizeyimana, 24 ans, termine maillot jaune à l'issue de la fin du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé le dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé. En remportant la 5e étape entre Bafang et Banga sur une distance de 121,5 km qui lui confère ce maillot jaune, le cycliste rwandais n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Une victoire bien méritée selon l'entraîneur. Oui, on le mérite parce que l'étape qu'on a gagnée, c'est l'étape le prédit, c'est même l'étape qu'on a eu le maillot jaune. Ça montre qu'on était fort, on était à mesure de gagner ce tour. Après le tour du Cameroun, c'est le tour du Rwanda d'ici mois d'août. Un tour qui est très difficile. C'est là on va préparer. Même le tour du Cameroun, c'était parmi les préparations du tour du Rwanda. Devant le maillot jaune, l'international camerounais Ghislain Sikandi a essayé de sauver l'honneur des coureurs locaux en remportant la 8e et dernière étape de ce 15e tour sur un chrono de 3 heures, 10 minutes, 30 secondes. Malgré cet exploit, les coureurs restent déçus d'avoir perdu le maillot jaune tant convoité depuis ces 3 dernières années. Nous avions gagné il y a 3 ans, nous voulions à tout prix remporter ce tour. Mais hélas, nous avions eu affaire aux coureurs plus en jambes que nous. Plus en jambes que nous, surtout le Rwanda. Le Rwanda était plus en forme que toutes les équipes ici. Nous avons perdu le maillot jaune, mais nous avons remporté 2 étapes sur les 8 étapes. Donc nous ne rentrons pas bredouille de cette compétition. Maintenant, il faudrait qu'on multiplie et qu'on s'entraîne au niveau des clubs, que les clubs accentuent le travail de leurs coureurs. La 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé a connu la participation de 56 coureurs en provenance de 7 pays d'Afrique et d'Europe.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.